Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu hors série puisque j'ai décidé de la consacrer à mon tout premier livre qui vient de sortir il y a un tout petit peu plus d'une semaine. C'est La malédiction du Cecil Hotel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur mes réseaux sociaux parce que j'ai essayé de pas mal communiquer dessus, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre qui vont peut-être le découvrir avec cette vidéo. C'est pour ça que je voulais la faire, pour vous prévenir que ce livre, ça y est, existe, est sorti et que je suis juste trop contente qu'il atterrisse enfin entre vos mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous présenter un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce livre et puis ensuite je vais répondre aux différentes questions qui m'ont été posées sur Instagram. Alors ce livre, La malédiction du Cecil Hotel, et bah écoutez, le titre je pense se suffit à lui-même, il explique assez bien ce que vous allez pouvoir y trouver. En dessous vous avez aussi le petit sous-titre qui peut vous donner plus d'indications, meurtre en série, suicide et mort violente à Los Angeles. C'est ce que va raconter ce livre. Alors il s'agit d'un... comment appeler ça? Un roman documentaire? C'est pas une histoire inventée, hein. Tout ce que vous allez lire là-dedans est réel. J'ai voulu faire une sorte de compilation de toutes les histoires criminelles, faits divers qu'on peut retrouver en lien avec le Cecil Hotel. Alors si vous connaissez pas le Cecil Hotel, eh bien sachez que c'est un hôtel qui va fêter bientôt ses 100 ans, qui a été construit en plein cœur de Los Angeles, dans un quartier très particulier qui s'appelle Skid Row, qui est un quartier qui est devenu au fil des années de plus en plus malfamé. Donc vraiment, si vous voulez, assez dangereux, où il y a déjà beaucoup de pauvreté, mais aussi beaucoup de délinquance. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et cet hôtel-là, eh bien, il a vraiment une histoire très particulière parce que très rapidement, après son ouverture, on a commencé à y voir beaucoup de tragédies, des drames. Alors ça a commencé par des morts accidentelles, des morts naturelles, entre guillemets, de certains clients, et puis très vite, ça a dévié sur des suicides, mais aussi des meurtres ou aussi des disparitions, des choses comme ça un petit peu étranges, des tueurs en série qui ont résidé dedans, des personnes en cavale qui se sont cachées aussi, etc. Donc voilà, c'est toutes les histoires que je vais raconter dans ce livre, qui va se composer en fait, si vous voulez, de 4 grosses histoires principales, qui sont vraiment les 4 histoires les plus célèbres en rapport avec le Cecil Hotel, à savoir le Dahlia Noir, Elizabeth Short, Richard Ramirez, Jack Unterweger et puis Elisa Lam. Mais vous avez aussi plein d'autres petites histoires, beaucoup moins longues, moins forcément creusées et détaillées, mais que j'ai quand même réunies sous ce titre. Comme ça vous avez vraiment le tour le plus complet de cet hôtel. Je pense que vous avez vraiment un aperçu de toutes les choses qui ont pu s'y produire. Alors ça me fait vraiment quelque chose de sortir cette publication parce que c'est un projet que je travaille depuis quand même pas mal de temps. Il faut savoir que ça va faire, je pense, plus d'1 an et demi que je suis en contact avec mon éditeur, Robert Laffont, qui est venu à moi. Donc j'ai eu cette chance énorme, exactement comme ça avait été le cas pour Marabout, de ne pas avoir à démarcher un éditeur, mais que ce soit la maison qui vienne à moi et qui me propose qu'on travaille un sujet. Donc c'est forcément un travail d'écriture qui a été un petit peu différent que si moi j'avais préparé mon texte en amont et puis que j'avais dû chercher une maison d'édition et que j'avais voulu être publiée en ayant déjà un matériel assez prêt à leur soumettre. Ça veut dire aussi qu'ils m'ont fait beaucoup confiance et ça franchement je peux vous garantir que c'est quelque chose de très touchant en fait de voir que finalement la maison d'édition, évidemment elle cherche bien entendu des personnes qui ont une certaine crédibilité, par exemple sur internet, qui ont aussi un public. Mais il y a quand même ce côté, ils ont regardé mes vidéos, ils ont vu ce que je faisais et le contenu que je produisais leur a suffisamment plu, leur a suffisamment donné envie pour travailler avec moi, donc c'est juste extrêmement gratifiant. Je tiens aussi à dire combien ça a été agréable de travailler avec eux et à vraiment remercier toutes les équipes qui ont bossé autour de moi pour ce projet parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont beaucoup orientée, aiguillée, expliqué comment ça devait se faire parce que finalement j'ai été assez surprise par l'énorme travail que ça peut représenter d'écrire un livre. Je m'en rendais pas forcément compte, même si j'avais déjà publié des choses avant, notamment le cahier d'enquête que vous avez été très nombreux à acheter et à suivre. D'ailleurs merci beaucoup pour ça. C'est vraiment un travail d'écriture très différent, je pense que je vous en reparlerai à l'occasion des questions qui m'ont été posées. Mais voilà,
Écoutez, ce livre il est disponible maintenant à la vente absolument partout en France, en Suisse et en Belgique, c'est-à-dire donc sur internet évidemment, chez les principaux gros libraires que vous pouvez connaître, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Et vous pouvez aussi l'acheter en format numérique. Si vous avez une liseuse, n'hésitez pas, hein, vous pouvez clairement l'acheter sous ce format-là. Pour certaines questions qui m'ont été posées, donc les sorties à l'étranger, je vais y répondre un peu plus en détail après, mais sachez que normalement il va sortir aussi dans tous les endroits francophones, donc notamment le Canada. Il faut juste attendre un petit peu de délai parce que évidemment il y a des longues périodes d'acheminement pour faire venir le livre jusque dans les pays outre-Atlantique par exemple. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le livre arrivera aussi, il est disponible au prix de 19 € et je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce projet. Je vais peut-être un tout petit peu vous présenter les différentes affaires qui sont dans le livre si jamais vous les connaissez pas et puis après je passerai à vos questions. Alors moi personnellement l'histoire du Cecil Hotel je l'ai découverte en 2013 quand la vidéo de l'ascenseur et d'Elisa Lam dans l'ascenseur a été publiée sur internet. C'est une vidéo qui m'avait vraiment fait une forte impression à l'époque, je me rappelle que ça m'avait vraiment assez effrayée en fait. Et du coup en regardant dans les commentaires j'avais un peu découvert l'existence du Cecil Hotel à ce moment-là et je m'étais rendu compte que c'était vraiment un hôtel mythique de Los Angeles où il y avait beaucoup d'affaires criminelles qui étaient déjà en lien et c'est pour ça que ça avait fait autant de bruit aussi je pense parce qu'il y avait toute cette mythologie qui s'était créée autour de cet endroit, cette possibilité que peut-être ce soit un lieu hanté ou en tout cas qu'il y ait énormément de danger dans ces couloirs et c'est comme ça que j'ai plongé vraiment dans l'univers du Cecil Hotel et que j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus dessus. Et puis ensuite, une question qui m'a pas mal été posée quand j'ai fait des rencontres avec vous, c'était de savoir si la saison Hôtel d'American Horror Story est inspirée par le Cecil Hotel. La réponse est oui, très clairement. C'est aussi l'histoire du Cecil et d'Elisa Lam qui ont inspiré toute cette saison assez extravagante et que j'aime beaucoup d'ailleurs à Ryan Murphy pour la saison Hôtel dans American Horror Story. Alors donc comme je vous le disais, hein, l'une des affaires les plus célèbres du Cecil Hotel c'est Elisa Lam. Il y a d'ailleurs eu un documentaire Netflix qui est sorti l'année dernière, un petit peu après que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc je vous avoue qu'à ce moment-là je me suis dit oh merde, peut-être que finalement tout va être dit, mais finalement non, puisque finalement le documentaire est beaucoup plus orienté et centré sur l'affaire d'Elisa Lam. Il aborde rapidement d'autres points, mais c'est vraiment beaucoup plus survolé. Documentaire que je vous recommande d'ailleurs, c'est très intéressant à regarder et ça m'a servi pour notamment me renseigner et écrire le chapitre sur Elisa Lam. Si vous connaissez pas du tout Elisa Lam, déjà je serais très étonnée, mais si jamais c'est votre cas, eh bien sachez que il s'agit d'une très jeune étudiante canadienne qui faisait un road trip à Los Angeles, enfin en Californie, qui s'est retrouvée à Los Angeles et par, je pense, le plus grand des hasards, atterrit au Cecil Hotel sans savoir du tout dans quel établissement elle tombe. Et elle va y passer quelques nuits, je crois 3, enfin 2 en tout cas c'est sûr, et la 3e on sait pas trop justement puisque elle va se volatiliser durant cette 3e soirée. Il y a eu une vidéo de surveillance d'elle qui est soi-disant le dernier moment où on l'aurait aperçue en vie dans ce fameux ascenseur où elle a un comportement vraiment très bizarre. Et puis après ça, eh bien, elle disparaît totalement et on va la retrouver que plus de 2 semaines après dans les réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel. Et autour de ça, écoutez, il y a beaucoup de théories puisque l'enquête officielle, elle déclare qu'il s'agit d'un accident, que Elisa a déjoué les systèmes de sécurité, qu'elle est montée vraiment d'elle-même sur le toit et se serait plongée d'elle-même dans les réservoirs. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre autour de tout ça. Il y a aussi énormément de choses très bizarres, des sortes de coïncidences vraiment assez paranormales, j'ai envie de dire. Donc il y a eu énormément de bruit autour de cette affaire, ça a déchaîné les passions, notamment sur internet et sur les forums. Donc c'est un petit peu tout ça que j'explore dans mon livre. Et bref, je vous livre un petit peu mon avis, mon regard sur cette histoire et puis j'essaye de rétablir le plus de faits possible parce qu'il y a eu énormément de versions assez contradictoires qui ont été données. Donc mon but là c'était vraiment de recentrer les choses sur les faits.
Ensuite, je vous ai parlé du Dahlia Noir, donc Elizabeth Short, qui est une des affaires criminelles américaines les plus connues au monde, je pense, notamment parce que ça a été extrêmement popularisé par le roman de James Ellroy, et puis l'adaptation en film qui a été faite après. Alors le Dahlia Noir, c'est une histoire extrêmement triste d'une très jeune femme, là aussi, mais dans les années, fin des années 40, en 47 plus précisément, qui est retrouvée un matin, coupée en deux, sur un terrain vague, affreusement mutilée, et au départ on ne sait pas vraiment qui est cette femme, donc il y a les autopsies qui vont permettre de dévoiler son identité, mais on ne comprend pas en fait ce qui lui est arrivé, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a été assassinée de cette manière, et puis en plus torturée et placée comme ça un petit peu exprès à la vue de tout le monde. Et alors le Dahlia Noir c'est très particulier parce que c'est, comme je vous disais, l'une des affaires je pense les plus célèbres aux États-Unis, mais finalement je crois que c'est aussi sur laquelle on a le plus peut-être de fausses croyances, de fausses idées, de plein de mystifications qui en ont été faites. Donc encore une fois, vraiment l'objectif pour moi c'était de rétablir la vérité. Pourquoi est-ce qu'on parle du Dahlia Noir en rapport avec le Cecil Hotel? C'est parce qu'il a été dit que ce serait le dernier endroit où elle a été vue en vie. Alors ça aussi j'ai eu envie d'enquêter un petit peu pour savoir pourquoi est-ce qu'on disait ça alors qu'il y a aucune information vraiment concrète qui permette de l'affirmer. Donc c'est ce que je développe dans le livre évidemment, et puis j'ai voulu rendre finalement justice à Elizabeth Short en essayant de décortiquer tout ce qui avait pu être dit sur elle, parce que sa mémoire a beaucoup été salie je pense au travers des décennies, j'allais dire des siècles, non, des décennies qui sont passées depuis son assassinat. Et voilà, finalement rendre un petit peu justice à qui était cette jeune femme et aussi à ce qui a pu lui arriver. Comme vous le verrez dans le livre, il y a vraiment énormément de théories qui sont très crédibles sur ce qui a pu lui arriver. Mais finalement la vérité elle a jamais éclaté, il y a beaucoup de personnes qui ont publié des livres en disant que eux avaient découvert la vérité. Et ben je suis pas d'accord, je suis désolée, mais je pense que non, le mystère plane toujours, peut-être qu'il planera très certainement même d'ailleurs toujours, et qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs théories qui sont extrêmement crédibles, très intéressantes, et qui tourneraient probablement autour d'une personne venant du corps médical qui aurait soit fait des expériences sur Elizabeth Short, soit qui se serait vengée pour des raisons plus personnelles. Ensuite, la troisième affaire, c'est certainement l'une des plus célèbres. J'ai déjà fait une grosse vidéo sur ce personnage. Il s'agit du tueur en série Richard Ramirez, le traqueur de la nuit. Là aussi, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti, qui était vraiment pas mal, mais qui, je pense, n'explorait peut-être pas exactement tout. D'ailleurs, c'est très très difficile de tout explorer quand on parle de Richard Ramirez. Moi, je voulais beaucoup me concentrer sur l'évolution qu'il a pu vivre depuis sa petite enfance, parce que vous le savez, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, c'est l'influence qu'ont eu tous les hommes de son entourage sur ce petit enfant, puis adolescent, etc. Et voilà, c'est vraiment, j'avais envie de revenir sur ça. Je sais pas si je vais trop m'étendre dans cette vidéo pour vous parler de Richard Ramirez, je vous ai déjà fait une vidéo le dessus, donc je vous la remettrai dans les fiches ici si jamais ça vous intéresse. J'ai vraiment donné quelque chose d'un petit peu particulier à ces chapitres-là dans mon livre avec Ramirez, c'était cette volonté de montrer à quel point c'était une personne qui commettait des actes affreux. Je n'irai pas jusqu'à juger, mais j'ai mon opinion sur qui était Richard Ramirez, mais en tout cas ses actes étaient absolument ignobles, vraiment abominables. Et c'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui est idolâtré, donc j'avais vraiment envie de remettre bien à plat, d'une façon très crue en fait, tout ce qu'il a pu faire, pour confronter aussi les gens à la réalité de qui était cette personne. Moi je suis quand même très très choquée en fait de voir qu'il y a autant de personnes qui continuent à le glamouriser, comme ça a pu être le cas d'ailleurs dans American Horror Story, et je vous ai déjà dit que j'ai beau adorer cette série, il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, et ça en fait justement partie. Je pense que c'est vraiment des personnes qui ont commis des choses tellement affreuses qu'il faut vraiment pas oublier qui elles étaient. C'est pas parce que elles étaient belles physiquement ou magnétiques qu'on peut finalement passer sous silence presque, ou en tout cas un petit peu mettre dans un coin les actes absolument dégueulasses qu'elles ont pu commettre. Ensuite, la quatrième grosse histoire de ce livre, c'est celle de Jack Unterweger. Alors ça, c'est une histoire dont je vous ai jamais parlé sur ma chaîne, et j'étais trop contente de pouvoir vraiment l'approfondir dans le livre,
parce que je pense que c'est une histoire très méconnue et un peu sous-cotée entre guillemets par rapport à l'importance de ce tueur. Jack Unterweger, il faut savoir que c'est un tueur en série qui a vraiment eu un parcours totalement atypique puisque c'est une personne qui s'est retrouvée en prison à perpétuité dans son pays d'origine, en Autriche, après avoir assassiné une jeune fille quand il était lui-même très jeune. Et en fait il va passer 15 ans en prison. 15 années pendant lesquelles il va avoir une évolution considérable, c'est-à-dire qu'il rentre, il est complètement illettré, il sait ni lire ni écrire, il est vraiment pas du tout cultivé, c'est un voyou depuis son plus jeune âge. Et en prison, il va vraiment avoir une espèce de transformation totale, il va se mettre à écrire, donc il apprend à lire, à écrire, et il se met à produire des œuvres qui sont reconnues en Autriche, notamment par l'élite intellectuelle, comme vraiment presque des chefs-d'œuvre. Il est extrêmement admiré, adulé. Il va passer à la télévision alors même qu'il est incarcéré, parce qu'il écrit aussi bien des choses pour les adultes que des pièces de théâtre, que aussi des choses pour les enfants. Donc on fait écouter les récits de ces histoires à des enfants de primaire par exemple. Et bref, donc au bout de ces 15 ans qui était un peu la période de sécurité qu'il était vraiment obligé de faire dans sa peine de perpétuité, et ben il y a un énorme mouvement qui va se créer pour demander sa libération. Donc il est libéré et puis derrière ça, il va devenir journaliste. On lui propose ce rôle de reporter à la radio nationale autrichienne. Et en fait, le fait qu'il vienne de sortir de prison puisqu'il ait toute cette célébrité fait qu'on va beaucoup lui demander de parler d'affaires criminelles. Justement parce que lui, il a ce regard de meurtrier qui a purgé sa peine, etc. Donc voilà, on est très intéressé pour forcément avoir son avis là-dessus. Et étonnamment, au moment de sa sortie de prison, coïncide avec l'apparition d'un tueur en série en Autriche qui n'est vraiment un pays pas du tout habitué à avoir ce genre de criminalité là. Donc forcément il est dépêché sur cette affaire, il va enquêter dessus. Ça va durer presque 1 an jusqu'à ce qu'on se rende compte que évidemment le tueur c'était lui. Voilà. Donc vraiment un personnage extrêmement manipulateur. Et alors pourquoi est-ce que je vous en parle dans l'histoire du Cecil Hotel? C'est parce que il a commis ses crimes donc en Autriche, mais quand ça a commencé à sentir un petit peu trop le roussi pour lui, il est parti aux États-Unis et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti direct dans le Cecil Hotel où il savait très bien que Richard Ramirez avait séjourné et là-bas il a continué à commettre des crimes. Donc c'est vraiment une histoire absolument dingue je trouve. Il y a un film qui a été fait dessus mais pas du tout assez connu je trouve pour l'histoire que c'est. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous la raconter et pour une fois j'ai pu le faire dans ce livre plutôt qu'en vidéo, donc je suis très très contente que vous puissiez découvrir cette histoire vraiment je crois assez inédite. Et puis après il y a quand même 2 autres grosses choses on va dire dans le livre. Il y a toute la partie sur l'artiste Sandemon. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais sortie en 2019 sur le Cecil Hotel, je vous la remets ici. Tout est un petit peu parti de là. Quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, j'ai découvert un truc très bizarre sur le Wikipédia français, qui était clairement, je pense, une invention de la part de quelqu'un, qui est peut-être ce fameux artiste Sandemon. Enfin, je vais vous laisser aller regarder la vidéo pour la suivre, et puis si vous avez envie de connaître un petit peu la suite de l'enquête que j'ai pu mener avec une partie d'entre vous qui me suivait de ma communauté, c'est ce que je raconte dans le livre. Ne vous attendez pas forcément à une immense révélation, c'est plus que j'ai continué à creuser, que je pense que c'est quelque chose qui va continuer encore à vivre, peut-être avec l'aide, j'espère, d'autres personnes qui aiment bien aller creuser ce genre de pistes-là. Pourquoi pas, ça sera à réfléchir. Mais voilà, je trouve que c'était super intéressant de pouvoir reprendre cette enquête 3 ans après et de la continuer et de voir quelles étaient les nouveautés que je pouvais apporter à ça. Et puis en plus de donc ces on va dire 5 grosses histoires, vous avez aussi toutes les plus petites histoires de morts de manière générale qui ont pu avoir lieu en lien avec le Cecil Hotel, donc soit juste dedans, soit autour avec les personnes qui sautent beaucoup par les fenêtres. J'ai vraiment essayé de collecter toutes les informations et de toutes les mettre dans ce livre pour que vous ayez quelque chose du
plus complet possible. Et j'espère vraiment que c'est une lecture qui vous plaira. Si jamais vous hésitez encore avant d'acheter le livre, je vais vous mettre en barre d'informations, vous avez un lien qui vous permet de lire à peu près les 30 premières pages du livre. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, c'est totalement gratuit. Et puis à l'issue de ça, vous verrez si vous avez envie de poursuivre la lecture ou pas. Maintenant je vais poursuivre en répondant aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Alors avant de commencer, je voudrais déjà énormément remercier toutes les personnes qui ont déjà acheté mon livre. C'est un truc de fou parce qu'on a vraiment fait un très beau démarrage et je suis super contente. J'espère que ça va vraiment continuer comme ça. J'ai commencé à recevoir aussi les tout premiers retours sur le livre et ils sont très positifs. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs du tout, hein, mais vraiment plus pour vous signifier à quel point moi-même j'en suis pas étonnée mais vraiment extrêmement touchée parce que bah voilà, c'est un projet qui dure depuis très longtemps pour moi, j'ai tellement eu le nez dans ce texte qu'au bout d'un moment j'avais plus forcément le recul pour être capable de savoir ce que ça pouvait valoir à vos yeux. Et finalement, les premiers retours qui m'ont été faits m'ont vraiment beaucoup touchée et fait chaud au cœur parce que visiblement la qualité du livre a été appréciée. Donc j'en suis vraiment très contente. Merci aussi à toutes les personnes qui sont déjà venues me voir pour mes premières séances de dédicace. J'espère que j'étais pas trop stressée et gênante parce que c'était une grande première pour moi. J'ai malheureusement été zappée pendant la publication du cahier d'enquête et de la boîte de jeu à cause du Covid, donc j'ai jamais eu cette occasion d'avoir des visages en face de moi plutôt qu'une caméra comme je suis en train de le faire en ce moment, et du coup c'était juste incroyable et j'étais tellement contente d'enfin voir des gens. Merci à toutes les personnes qui sont venues, merci à celles qui viendront aux prochaines séances de dédicace puisqu'il y en aura d'autres évidemment. Et voilà, je vais répondre à vos questions maintenant. Alors la première question qui m'a été posée, et je pense que c'est vraiment celle qui m'a été posée le plus de fois, c'était tout simplement en fait pourquoi avoir choisi de parler du Cecil Hotel en particulier. Il y a plusieurs raisons à ça, pour être très honnête. Donc comme je vous le disais, moi j'ai pas écrit ce livre de mon côté, puis ensuite je me suis mise à chercher une maison d'édition. C'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est Robert Laffont qui est venu me voir et qui m'a dit: on aimerait beaucoup faire un projet avec toi, on voudrait savoir si toi l'écriture c'est quelque chose qui te tente. Je leur ai dit que oui évidemment, parce que c'est vraiment, ça fait partie de mes rêves depuis que je suis ado, hein, donc les personnes qui me connaissent de l'époque collège, lycée pourraient en témoigner et vous dire que effectivement je mens pas, je n'invente pas ça de maintenant, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Donc voilà, j'ai eu cette chance en fait d'avoir une maison d'édition qui venait me voir et qui me disait: on est un peu ouvert à tout, on va discuter, qu'est-ce que t'as envie de faire comme idée de livre, et il y avait différentes possibilités. Évidemment il y a une possibilité qu'on voit beaucoup chez beaucoup d'autres personnes qui publient des livres dans le domaine du true crime, ça va être de faire plusieurs histoires différentes, parfois avec un fil rouge ou parfois pas forcément d'ailleurs. C'est je pense dans la tradition vraiment de par exemple ce que sortait beaucoup Pierre Bellemare hein, avec les enquêtes impossibles et des choses comme ça. Et il y avait la possibilité aussi de prendre le contre-pied de cette formule-là et d'aller vraiment sur une affaire en particulier. Alors forcément, vous me connaissez, j'aime bien me démarquer un petit peu et je me suis dit faisons ça. Et le Cecil Hotel, c'était un petit peu finalement le moyen de concilier ces deux choses-là puisque c'est vraiment un endroit, c'est un lieu. Vous le savez peut-être, moi j'adore quand on arrive à recroiser différentes affaires et qu'on voit qu'elles entrent un peu en collision sur quelque chose et je trouve que un lieu c'est extrêmement symbolique et vraiment enfin le Cecil Hotel, vous le savez probablement, ça fait partie de ces affaires qui me passionnent le plus. Donc pour moi c'était un petit peu une évidence de proposer ça à Robert Laffont. Je leur ai proposé d'autres choses, hein. On a vraiment fait tout un brainstorming, mais très vite je crois que c'est vraiment ce qui est ressorti à la fois de mon côté sur ce que j'avais le plus envie de développer là pour un premier livre, et puis eux de leur côté aussi, puisque c'est pas forcément des gens qui baignent dans l'univers du true crime comme vous et moi, donc du coup ils connaissaient pas autant l'histoire du Cecil Hotel et ils étaient assez scotchés quand j'ai commencé à leur en parler, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui les a énormément emballés. On est tombé d'accord sur cette idée de faire ça pour un premier projet, sachant que il y a forcément, moi j'ai plein d'autres envies, donc peut-être que nous serons amenés à retravailler ensemble dans le futur, je l'espère en tout cas, pour faire d'autres choses et développer d'autres histoires.
Et il faut aussi que j'ajoute, je pense que ça ira avec des questions qui arrivent après, mais le Cecil Hotel, il y a aussi un côté très pratique dans le sens où on a énormément de données là-dessus et que moi forcément je suis pas enquêtrice ni journaliste, donc je vais pas forcément aller directement sur le terrain pour chercher des informations. Et en fait, c'est con, mais les affaires américaines, vraiment c'est celles où on a le plus de choses accessibles, où on peut vraiment aller fouiller dans plein de vieux fichiers, de rapports de police, de choses comme ça. Et finalement c'est ce qui nous donne une richesse de matériel aussi pour faire des recherches, faire de l'enquête entre guillemets, et puis ensuite collecter tout ça et faire quelque chose du plus complet possible. Et c'était beaucoup plus facile je pense de partir sur quelque chose aux États-Unis, bizarrement, que sur une affaire française où finalement même si on est sur place, on n'a pas accès à autant de matériel. Autre question, est-ce que j'avais d'autres idées à part le Cecil Hotel? Oui, effectivement, mais je pense que je vais pas m'engager sur ce terrain et vous dire précisément lesquels tout de suite parce que je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas envie de créer une hype autour d'un truc si finalement le projet se fait pas. Ou inversement, peut-être déjà brûler des cartes si jamais le livre finit par se faire en numéro 2. Mais oui, il y avait évidemment d'autres affaires. Et la question se posait beaucoup aussi de est-ce que je reprends quelque chose que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne, au risque de décevoir un petit peu forcément, puisque du coup les gens vont se dire ah, qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus ? Ou alors partir sur quelque chose de totalement nouveau, sachant que effectivement il existe des affaires dont j'ai pas encore parlé qui me passionnent de ouf et dont j'aimerais beaucoup forcément les aborder et peut-être avoir l'occasion de beaucoup plus les creuser que ce que je peux faire en vidéo, puisque même si vous savez que j'essaye de toujours bien travailler mes vidéos, on n'est pas du tout sur le même temps de travail évidemment, donc l'attention qui est portée à les tout creuser et chercher les moindres détails et vraiment bien écrire ça, formuler ça n'est pas du tout la même quand je sors un livre que forcément quand je sors une vidéo. Donc même si je donne toujours le meilleur de moi-même, on n'est pas sur les mêmes délais, on n'est pas sur le même temps de travail évidemment. Petite question, quand sera-t-il disponible au Québec? J'en ai parlé juste avant, mais du coup pour le Québec très précisément, j'ai pas de date exacte à vous donner malheureusement, mais je sais que le livre va sortir normalement d'ici la mi-mai ou fin mai. Il faut compter toujours à peu près un mois de décalage entre le Canada et la France, dans un sens comme dans l'autre, puisque moi mon livre là il a été imprimé et fait en Europe, il va falloir un petit peu de temps. En général on compte à peu près un mois pour qu'il soit acheminé jusqu'au Canada et qu'il puisse être mis en vente sur place. Mais sachez que le livre arrive très bientôt. Regardez peut-être déjà sur Amazon ce qu'il en est. Normalement ça vous donne une bonne indication de la date de publication. Vous devriez à peu près avoir une idée je pense en regardant comme ça. Mais sachez en tout cas que c'est bien prévu que le livre arrive au Canada, vous en faites pas. Est-ce que j'ai visité l'hôtel? Alors c'est marrant parce que c'est vraiment ce que j'évoque au tout début du livre. Non, j'ai pas eu l'occasion de visiter le Cecil Hotel et en fait ça fait partie de, je pense, mes plus grands regrets puisque en 2017 j'étais à Los Angeles, j'ai eu le temps d'y passer une grosse semaine on va dire. Donc c'est quand même assez... Enfin ça fait pas mal de temps et en fait je suis vraiment pas passée très loin. J'étais à un moment dans Downtown LA mais je suis passée à quelques rues du Cecil Hotel alors que je connaissais déjà bien l'histoire de cet endroit et que ça me passionnait et que forcément j'y ai pensé. Et ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée à Los Angeles il y a eu une espèce de grosse désillusion, même si c'était pas forcément la ville que j'attendais le plus de mon voyage parce que j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là, enfin c'était vraiment un très long voyage sac à dos de 6 mois pendant lesquels du coup ces 6 mois j'ai passé 2 mois et demi dans le sud des États-Unis, j'ai fait pas mal de villes, mais vraiment Los Angeles ça a été une grosse déception, je pense parce que j'étais pas du tout dans une optique de voyager en accord avec cette ville, c'est-à-dire que quand on est en voyage sac à dos sur 6 mois, on compte vraiment ses sous, on essaye de faire le moins de dépenses possible. Et c'est vraiment pas du tout en accord avec cette ville, donc je me suis pas sentie très à ma place, ni dans les endroits qui vendent un espèce de faux rêve un peu en carton, très instagrammable, très superficiel, avec lequel j'étais vraiment pas du tout en adéquation. Et puis d'un autre côté, il y a eu aussi un choc très violent parce que finalement je me suis retrouvée dans cette ville dont on entend beaucoup parler, qu'on a beaucoup vu dans les films,
avec des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec justement tous ces fantasmes qu'on peut avoir sur Los Angeles, quoi. Il y a une telle pauvreté, il y a vraiment un espèce de fossé énorme entre justement des gens très très riches là-bas et des gens très pauvres qui sont obligés de vivre à la rue, qui n'ont pas les moyens de se nourrir, de se loger correctement, qui sont dans des tentes qui débordent de partout sur les trottoirs. C'est aussi des personnes qui sont extrêmement démunies et qui ont été, je pense, abandonnées par la société, et ça je le décris beaucoup dans le livre. Parce que c'est assez scandaleux ce qui se passe, notamment dans le quartier de Skid Row, où en fait on a décidé de créer officieusement une décharge humaine. Et je dis ça en pesant le poids de ces mots, hein. C'est pas moi qui porte un jugement sur les pauvres personnes qui se retrouvent à la rue là-bas, mais c'est simplement qu'en fait c'est un vrai fait. Ça s'appelle d'ailleurs le dumping. La Californie, mais même presque tous les États des États-Unis, chargent des bus entiers de personnes dont elles ne veulent pas, donc des sans-abri, des personnes qui sont mises à la porte d'hôpitaux psychiatriques et qui n'ont plus accès aux soins qu'elles mériteraient clairement et dont elles ont réellement besoin, et aussi les personnes qui sortent de prison, donc les personnes qui sont dans une situation de réinsertion, qui forcément ont peut-être baigné dans de la violence pendant des mois voire des années quand elles étaient en prison, et qui se retrouvent complètement livrées à elles-mêmes, et ben on les met toutes ensemble dans un bus, et ces bus-là ils ouvrent leurs portes dans Skid Row et on leur dit démerdez-vous. Évidemment il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Enfin il y a quelques associations qui essayent, mais en tout cas il n'y a pas forcément d'organisation en termes de l'État pour venir en aide à ces personnes. Ce qui fait que y a vraiment des rues dans Los Angeles qui sont infréquentables pour un touriste, mais même je pense pour les Angevins qui vivent là-bas. C'est juste pas possible parce que il y a trop de pauvreté, il y a forcément du coup tout ce qui va avec, hein, la criminalité qui monte, les problèmes de drogue, etc. Enfin ça fait qu'il y a vraiment des rues qui sont invivables, et ces rues-là, elles sont juste à côté des rues où vous pouvez vous balader, et ce que vous voyez vous peut-être dans les stories de certaines personnes qui vous vendent Los Angeles comme une ville de rêve, alors que c'est absolument pas le cas pour énormément de monde. Et c'est marrant parce que juste avant de tourner cette vidéo, je regardais la vidéo de Alix Grousset sur son expérience à Los Angeles. Elle en revient là depuis juste quelques semaines et elle a vécu la même chose que moi en 2017. Donc c'est bien la preuve que ça n'a malheureusement pas changé. Et donc tout ça pour dire, c'est une réponse très très longue pour dire que bah en fait cette ville-là, je suis arrivée dedans, je me suis pris cette réalité en pleine gueule, hein, clairement de plein fouet. Et je dis pas que j'étais en train d'idéaliser Los Angeles et que je savais pas qu'il y avait la pauvreté et que j'ai découvert ça, hein. J'avais fait quand même pas mal de temps avant dans d'autres pays où justement j'ai vu d'autres choses. Mais c'est vraiment une ville qui m'a beaucoup déplu par ce côté, je trouve, très hypocrite que j'ai pu ressentir, très très faux, très superficiel. Et j'ai fui Los Angeles finalement du plus vite que j'ai pu. J'ai quand même passé quelques jours, hein, mais voilà. On a fui le plus vite possible, et ce qui fait que voilà, j'ai pas forcément pris le temps d'aller voir le Cecil Hotel, et c'est effectivement un regret. Je pense que si j'étais amenée à retourner à Los Angeles aujourd'hui, sachant tout ça, connaissant, ayant un peu étudié du coup tout ce qui a pu se passer, comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que Skid Row ressemble à ça, pourquoi est-ce que y a ça, et puis en ayant peut-être bah du coup cette expérience et moins d'attente, je serais beaucoup plus à même à y retourner. Et là du coup forcément je sais que j'irai au Cecil Hotel, je passerai ces portes là, et c'est comme je vous disais un très grand regret malheureux. Combien de temps j'ai passé à écrire le livre? Alors le terme de temps ça va être assez aléatoire malheureusement, enfin ça vous donnera pas beaucoup d'indications. Comme je vous l'ai dit, ça fait près d'1 an et demi qu'on a commencé à discuter du projet du Cecil Hotel avec Robert Laffont. Sauf que moi j'étais en plein dans le cahier d'enquête et la boîte de jeu, ce qui m'a pris déjà presque jusqu'au printemps dernier. Donc je leur avais dit que de toute façon c'était pas possible que j'écrive à partir de ce moment-là. Et puis ensuite du coup on est arrivé à l'été, et c'est plus à ce moment-là que vraiment tout s'est précisé et qu'on a dit ok let's go, feu vert, on va commencer à écrire. Et la réalité des choses est que j'ai écrit d'une manière très compacte, on va dire, sur à peu près 4-5 mois. À la période de mon déménagement aussi, où c'était vraiment très compliqué. Et après forcément il y a eu des moments où j'avais un petit peu commencé à faire des préparatifs et un petit peu terminé, mais il y a eu une grosse période très compacte de 4-5 mois au milieu.
dirais, où je faisais presque que ça, où j'essayais de sortir des petites vidéos aussi de temps en temps, mais vous avez vu que c'était assez perturbé à cause de tout ça. Du coup, le terme de temps est très difficile à vous donner parce que je sais pas le volume horaire. Je sais qu'on m'a posé aussi cette question à un moment, vraiment du nombre d'heures que j'ai pris pour écrire le livre, et ça je serais absolument incapable de vous le donner. Mais sachez que ouais, pendant 4-5 mois ça a été très intense, vraiment, et j'ai pas du tout compté mes heures parce que je pense qu'il y a vraiment des journées entières qui sont passées avec des soirées et souvent pas mal de nuits blanches aussi. Donc c'était beaucoup de temps sur un espace, enfin un volume en fait de semaines assez restreint. Donc ça a été assez fatigant. Quelle a été ma partie préférée dans le processus de création du livre? C'est une très bonne question, je saurais pas forcément quoi vous répondre exactement parce que tout était assez agréable. Ce que je pourrais déjà dire avant de répondre, c'est que j'ai été assez étonnée parce que, pour être très honnête, je me suis lancée dans ce projet en me disant que ça allait être relativement simple d'écrire ce livre puisque je connaissais déjà bien le sujet du Cecil Hotel, je connaissais déjà pas mal les différentes histoires qui s'y sont passées, et en plus je me suis dit, à la différence du cahier d'enquête, je suis pas sûre de la fiction, donc j'ai pas besoin d'avoir ce processus créatif pour inventer des choses, donc ça va être plus simple pour moi. Et la réalité, c'est que c'était pas du tout le cas parce qu'en fait, on n'écrit pas un livre comme moi j'écris mes vidéos. Donc j'ai dû un petit peu tout réapprendre, et heureusement j'étais bien encadrée par ma maison d'édition. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, pour écrire le livre, j'écrivais bon, vraiment en me concentrant chapitre par chapitre pour pas me disperser évidemment. Et donc j'écrivais sur chaque histoire d'abord, et j'avais des retours. Donc j'envoyais ce que je faisais, j'avais des retours et on me disait... Par exemple, moi j'avais vraiment cette envie de dire absolument tout sur chaque chose, parce que c'est un petit peu comme ça que je fais dans mes vidéos. Et j'ai appris que c'était pas forcément le cas. Pour faire un bon livre, il fallait accepter de laisser certaines choses de côté pour mieux se concentrer sur d'autres. Donc ça, c'était vraiment un apprentissage assez compliqué. Et aussi, il y a vraiment tout ce travail qui doit être fait de bien remettre en contexte chaque chose. Donc vraiment essayer de créer, recréer l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Los Angeles à telle époque, dans les années 80, ou alors dans les années fin des années 40, en après-guerre, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très passionnant à faire, effectivement, et donc j'ai beaucoup aimé finalement me renseigner sur énormément de choses que j'apprends autour et qui ne me servent pas, que je vais pas forcément mettre dans le livre, mais ça me sert indirectement parce que je vais pouvoir infuser en fait une ambiance, quelque chose, créer tout le contexte et le décor et le poser pour que vraiment ce que je raconte fasse vraiment sens. Donc je dirais que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé d'un côté, et en même temps c'était très frustrant parce que je me disais, je fais plein de recherches là qui, je dis pas qu'elles servent à rien, mais je peux pas les mettre dans mon livre, et donc il a fallu que j'apprenne à ne pas avoir cette frustration de travailler beaucoup plus évidemment que ce qui finit par ressortir dans le livre. Mais en fait, après ça prend sens parce qu'on se rend compte que si on fait toutes ces recherches, s'il y a tout ce volume là et qu'on le compresse pour en faire sortir finalement le meilleur jus possible, ça a quand même sa valeur et ça sert de faire toutes ces recherches là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai à la fois aimé et à la fois qui était un petit peu difficile pour moi. Mais je pense que vraiment toute la partie recherche où j'ai appris énormément de choses, parce que même si je pensais connaître bien connaître le sujet du Cecil Hotel, je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup de choses, donc j'espère que vous aussi vous en apprendrez en lisant le livre. Et ouais, on va dire que c'est ce qui m'a le plus plu finalement, c'est vraiment d'avoir ce regard très différent sur cette manière de travailler très différente de ce que je fais en vidéo, et c'est aussi pour ça que je travaille sur d'autres formats évidemment que la vidéo, parce que si j'adore ce que je fais sur YouTube, et que clairement je compte pas m'en éloigner et que je veux continuer à faire ça, je vais peut-être aller explorer d'autres choses aussi en format vidéo, mais je veux dire, le plus satisfaisant finalement c'est de débarquer dans un nouvel univers que je connais pas forcément, qui est celui du monde de l'édition, où j'ai eu des petits aperçus déjà avant. Évidemment, j'ai commencé avec le cahier d'enquête, puis la boîte de jeu, j'en arrive au projet du livre, et c'est juste... pour moi qui suis avide de connaissances et de toucher à beaucoup d'univers, c'est vraiment quelque chose qui m'a ravie. Et je dirais que ouais, finalement c'est ça que j'ai préféré dans l'écriture du livre,
c'est réapprendre tout ce que moi je pensais savoir faire et continuer à acquérir de nouveaux outils dans ma mallette de travail, de façon de travailler, et puis voilà, c'était vraiment cool. Petite question, toutes les infos qui sont dans le livre, où est-ce que tu les as trouvées? Alors, j'ai travaillé pour ce livre exactement comme je travaille pour mes vidéos, sauf que c'était beaucoup plus long et donc beaucoup plus approfondi. Mais la plupart des informations qui sont dans mes livres, elles viennent tout simplement donc de internet, que j'ai vraiment épluché et où il faut faire très très attention évidemment, parce que on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Donc chaque fois que je trouvais quelque chose que j'avais pas encore dans toute ma liste de collections de fun facts ou de choses comme ça sur chaque affaire, il y avait tout un gros processus après de vérification, d'essayer au maximum de remonter à d'où vient cette information. Est-ce que j'arrive à trouver une trace peut-être de cette information dans un média de l'époque, dans un journal qui a été publié au moment de telle affaire. Donc voilà, c'est vraiment ça, et si c'est pas le cas, où est-ce qu'on peut monter, pourquoi ça s'arrête là, qui est la personne qui a sorti cette info, est-ce qu'elle est réellement crédible ou pas. Donc il y a tout ce travail là. Ensuite il y a énormément de livres aussi qui ont pu être publiés aux États-Unis, en général sur chacune des affaires. Donc j'ai acheté plein de livres que j'ai lus en version originale, que j'ai essayé du coup de comprendre et de traduire pour ensuite pouvoir voir quelles étaient les informations que je pouvais encore apporter en plus. Et puis certains documentaires, hein, comme je vous ai cité sur Netflix, et un petit peu partout que je pouvais trouver, encore une fois sur internet, puisque c'est vraiment ma base à moi où je travaille. Et vous avez aussi évidemment toute la liste de mes sources qui a été mise dans le livre, donc voilà, si jamais il y a la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sous cette vidéo. Si jamais il y a une info où vous dites d'où vient cette chose, j'en ai jamais entendu parler, je me ferai une joie de vous répondre. Sachez que j'ai travaillé de la même manière que je travaille sur mes vidéos, mais évidemment sur des mois et des mois, donc d'une manière beaucoup plus approfondie. Alors, est-ce qu'on peut retrouver le livre en format audio? Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, le livre, il existe en format matériel, comme je vous l'ai montré, hein, le livre, mais aussi en format numérique. Si vous avez une liseuse, par exemple, vous pouvez acheter le livre format Kindle. Le format audio n'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être que ça viendra. Je pense que c'est vraiment le genre de choses qui va se faire en fonction du succès ou pas des ventes. Donc ça on verra avec ma maison d'édition peut-être plus tard, mais pour l'instant malheureusement c'est pas encore le cas. Alors une personne qui me dit « Être écrivaine est un rêve pour moi, quel conseil pourrais-tu donner pour une débutante ?» Quel conseil je pourrais te donner? Ça va être un petit peu bizarre de ma part parce que, comme je l'ai dit, hein, j'étais dans une démarche un petit peu inverse où vraiment je savais que la maison d'édition me soutenait sur le projet dès le départ. Ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est vraiment de, je pense, t'obliger à écrire. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai eu cette difficulté à me lancer. Je pense qu'en fait, il faut un peu s'obliger, se dire il faut que j'écrive peut-être, par exemple, 3 heures par jour. Même si c'est pas bon, tant pis, c'est pas grave, écris au maximum, et tu vas voir qu'en fait tu vas prendre une routine d'écriture qui va te servir et qu'il y aura forcément des choses qui seront intéressantes dans ce que tu vas faire. Même s'il y a des jours où t'as vraiment pas envie, je pense qu'il faut vraiment avoir cette rigueur de se dire j'écris X heures par jour et je me tiens vraiment à ça, parce que c'est ça qui va te retirer cette barrière de j'arrive pas à me lancer. Là tu te mets à écrire, tant pis, tu écris vraiment. Et finalement tu verras, c'est comme l'appétit vient en mangeant quoi, bah l'écriture elle vient en écrivant, c'est con, mais je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, vraiment, fonce quoi, lancez-vous, si vous avez envie d'écrire, faites-le, et puis rien vous empêche, c'est pas gravé dans le marbre, rien vous empêche après de revenir dessus, de repasser, de retravailler votre texte. Mais moi quand j'étais un petit peu en angoisse au début de ce projet là et que je savais pas comment faire, j'avais écouté une interview de Pierre Lemaitre qui est un auteur que j'adore vraiment, et j'avais été assez étonnée parce qu'il disait que lui ses livres il les écrit généralement tout d'une traite en genre 1 mois et demi, 2 mois, et qu'après par contre tout le travail c'est de repasser sur le texte et de retravailler un petit peu, et généralement de simplifier les phrases qu'on essaye de faire beaucoup trop compliquées. Donc moi ça m'avait beaucoup marqué et finalement c'est un peu ce que j'ai fait, je me suis lancée comme ça, et puis finalement c'est plus simple après de retravailler et effectivement beaucoup de couper dans le texte, d'enlever là où parfois on se complique la vie, on fait des phrases hyper alambiquées, que d'essayer dès le début d'avoir des super bonnes punchlines et tout ça. Non, ça finalement c'est de l'habillage.
tant qu'il y a les idées qui sont derrière, tu écris au max, tu laisses vraiment les choses sortir naturellement et puis après tu reviendras travailler dessus. Allez, je vais terminer avec les questions qui sont revenues pas mal aussi pour savoir si y avait de nouvelles séances de dédicaces qui étaient prévues. Alors, peut-être que ceux qui ont suivi mes stories ont vu qu'il y a eu le lancement du livre qui a été fait au 15 bis, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour leur accueil, puisque c'était vraiment la toute première fois que je faisais une séance de dédicace et que je rencontrais certains de mes abonnés. Ensuite j'ai fait le salon du livre à Paris, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant j'ai un certain nombre d'autres dates, donc je vais vous les forcément les mettre à l'écran ici et vous les dire à l'oral. Prochaine date de dédicace que j'ai, c'est le 14 mai, donc à vos agendas. Je serai dans l'espace culture d'un Leclerc à Pont-Sainte-Maxence. Je vous mets toutes les informations pratiques parce que j'ai pas l'horaire exact en tête, donc ça va s'afficher directement à l'écran. Voilà, c'est sur Venue Libre, donc n'hésitez vraiment pas à venir me voir si vous êtes dans les parages, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer et puis de vous faire une petite dédicace de mon livre. Date suivante, donc je crois qu'on est une semaine après, le 21 mai, je serai à la Fnac de la Défense, donc là c'est pour la région parisienne. C'est un événement qui va... Il n'y a pas que moi qui serai présente, alors le programme n'est pas encore sorti, mais sachez que c'est un événement qui est vraiment autour un petit peu du monde du polar, du thriller et tout ça, donc il y aura je pense d'autres auteurs. Même moi je suis pas encore dans les confidences, je sais pas, mais le programme est à venir, donc n'hésitez pas à suivre ça si jamais vous êtes de Paris, Île-de-France et que vous avez la possibilité de venir à la Fnac de la Défense, parce que je pense que ça va être vraiment sympa. À mon avis il va y avoir pas mal de choses. Et sinon, pour les personnes qui habitent dans le sud, sachez que je serai présente le 11 et 12 juin au salon du livre de Narbonne. Là encore c'est je crois sur entrée gratuite, je vous mets toutes les infos à l'écran si jamais il y a des petites choses à savoir en plus. Donc voilà, ça c'est pour ma venue dans le sud. Ça c'est vraiment les dates que je connais et que je peux vous annoncer. Il est tout à fait possible qu'il y ait encore d'autres dates qui s'ajoutent, tout simplement parce que c'est ni moi ni Robert Laffont qui décidons de ces choses-là, mais il faut qu'on soit finalement proposé et invité par des librairies ou par des festivals, des salons, des choses comme ça. Donc si jamais vous avez envie que je passe près de chez vous, par exemple, on va dire essayons de choisir des grandes villes pour concentrer le plus de personnes possible, mais que ce soit Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Nantes, enfin un petit peu partout, forcément je cite pas forcément votre ville, hein, ne m'en voulez pas, c'est des exemples. Bah, ce que vous pouvez faire en fait, et ce qui serait trop bien pour moi parce que ça m'aiderait beaucoup, c'est simplement de contacter par exemple la Fnac ou le Cultura ou la librairie de votre choix, hein, et lui dire « Hey, on aimerait bien que cette autrice vienne en dédicace, donc voilà, signifiez tout simplement votre envie de me voir passer dans votre ville. » Et je pense que si ces librairies-là reçoivent un certain nombre de demandes, elles vont peut-être se dire bon bah ça vaut le coup d'organiser un événement et vont venir contacter ma maison d'édition. Donc c'est vraiment le meilleur moyen si vous avez envie que je passe vous voir, parce que malheureusement moi je peux pas décider de ça. Évidemment j'aimerais bien faire une tournée et venir vous voir partout, mais voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à vous signaler auprès de votre libraire et lui dire bah on aimerait bien voir Sonia Liu en dédicace pour La Malédiction du Cecil Hotel. Vous dites ça et puis on croise les doigts, et moi dans tous les cas je vous tiendrai au courant si jamais il y a d'autres dates qui s'organisent. Alors je le ferai je pense sur YouTube dans l'onglet communauté, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très nombreux à le voir. Donc si jamais vous avez envie de peut-être me rencontrer, etc. n'hésitez vraiment pas à me suivre sur mes deux réseaux de prédilection entre guillemets où je partage le plus d'informations, soit Instagram et Twitter. Et là normalement si vous me suivez là-bas vous êtes sûr de ne pas passer à côté de l'info, et comme ça si je passe dans votre ville, et bah vous le saurez. Voilà, je vais mettre fin à cette vidéo parce que je vois qu'elle a duré déjà bien assez longtemps. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là pour cette vidéo. Je vous remercie pour tout le soutien, tous les encouragements que vous avez pu m'écrire ou me dire à l'oral à propos de ce projet de livre. Je suis trop contente que ça vous emballe autant. J'ai hâte de connaître vos retours, donc si jamais vous avez déjà lu le livre, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en bien ou en moins bien, hein, mais n'hésitez vraiment pas à y aller de votre critique parce que ça pourra donner
peut-être envie aux personnes qui lisent les commentaires d'aller lire mon livre, ou en tout cas voilà, de se faire leur propre opinion avant de peut-être l'acheter. Si jamais vous avez envie, encore une fois, de l'acheter, n'oubliez pas que vous avez un petit extrait qui est disponible gratuitement, donc vous pouvez commencer à le lire pour voir si jamais ça vous intéressera. Moi je vais m'arrêter là, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Ça sera certainement une vidéo un peu courte parce que je suis pas très là la semaine prochaine. Mais je vais quand même essayer de sortir un contenu et puis à partir de là on se retrouve normalement le plus possible. Donc j'espère vous retrouver très très vite pour de nouvelles affaires criminelles et de nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et puis c'est pas nécessaire de rallumer vos lumières, enfin si, sauf si vous voulez lire mon livre, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to